Alors, voici une correction des exercices que nous avons fait jeudi avec le groupe en classe. Donc tout d'abord, nous avons fait l'exercice 34, page 134. C'est-à-dire celui-ci. Donc, on a une réaction qui s'écrit AAD qui donne BB plus CC avec les petites lettres qui sont les coefficients stoichiométriques et les grandes, les espèces chimiques. Donc on a un suivi cinétique et un traitement informatique des mesures qui permet de tracer le logarithme népérien de la concentration du réactif A en fonction du temps. Et on doit dire quelle est la courbe associée parmi les trois à une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Alors, comme déjà c'est un réactif, forcément sa concentration elle va diminuer au cours du temps. Donc le logarithme il va aussi diminuer au cours du temps. Donc ça ne peut pas être la courbe 2. C'est soit la courbe 1, soit la courbe 3. Ensuite, comme on a une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A, on sait que quand on trace le logarithme népérien en fonction du temps, comme on l'a vu dans le TP numéro 7, on doit avoir une fonction linéaire, une droite. Donc, c'est la courbe numéro 3 qui est la bonne. Voici pour l'exercice 34. Ensuite, nous avons fait l'exercice 42, page 136. Voici. On étudie l'évolution au cours du temps de la décomposition de l'eau oxygénée en dioxygène et en eau, catalysée par l'oxydoréductase héminique appelée catalase, présente dans le foie des animaux. La concentration initiale en eau oxygénée est égale à 0,100 mol par litre, la température est maintenue constante pendant toute la durée de la transformation, et on mesure le volume en dioxygène de gazeux dégazé sous une pression de 1 bar. Pour un volume de solution Vs égale 50 ml, on obtient le tableau suivant. On vous dit, première question, que le volume molaire gazeux dans les conditions d'expérience vaut Vm égale 24 litres par mol et on demande de calculer les quantités de matière du dioxygène aux différentes dates. Alors, comme on a plusieurs calculs à faire, mais à chaque fois ça sera le même calcul parce que pour calculer la quantité de matière, on doit faire le volume divisé par le volume molaire. Ça c'est ce que vous avez dû voir en première. Donc comme ça va être toujours le même calcul, je vais utiliser Regressi pour faire tous les calculs et je vous montrerai comment faire ensuite sur la calculatrice la même chose que sur Regressi, comme je l'ai montré au groupe sur jeudi. Donc j'ouvre une page Regressi, je fais fichier nouveau clavier comme d'habitude et je vais rentrer le tableau de l'exercice. Donc premièrement le temps en minutes et deuxièmement le volume en millilitres. Je rentre mes valeurs du tableau. Pardon, 52,5. Et voilà. Ensuite, je dois calculer la quantité de matière, donc je vais construire une nouvelle grandeur qui s'appellera la quantité de matière égale le volume en litres, donc V fois 10 puissance moins 3 divisé par le volume molaire qui vaut 24. Ça me crée une nouvelle colonne sans calculer un par un toutes les quantités de matière. On gagne du temps. Ensuite, question numéro 2. Écrire l'équation de la réaction de décomposition de l'eau oxygénée H2O2 en dioxygène et dihydrogène. Attention, il y a une erreur dans le livre. C'est pas du dihydrogène comme c'est dit au début, c'est dioxygène et eau. Donc l'équation de la réaction, c'est 2H2O2 donne O2 plus 2H2O. Ensuite, nous devons construire le tableau d'avancement de la réaction et en déduire une relation entre la quantité de matière en dioxygène et l'avancement x. Donc si je regarde le tableau d'avancement, à l'état initial du H2O2, j'en ai
NI égale C fois V, donc la concentration c'est 0,100 mol par litre et le volume c'est 50 ml, ce qui me donne 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Du dioxygène, j'en ai pas, 0. De l'eau, H2O, j'en ai de l'excès parce que c'est le solvant. À l'état intermédiaire, du H2O2, j'en ai Ni-2x parce qu'il y a le coefficient stoichiométrique 2. Du dioxygène, j'en ai X. De l'eau, toujours en excès parce que c'est le solvant. À l'état final, vu qu'on a une réaction totale, j'ai pour le H2O2 Ni-2x max et pour le dioxygène X max. Pour l'eau, toujours en excès. Donc, si on regarde dans le tableau, pour savoir la relation entre la quantité de matière de dioxygène et l'avancement X, je prends le tableau d'avancement à l'état intermédiaire. La quantité de matière du dioxygène, c'est directement X. Donc on voit qu'à chaque instant, NO2 égale X. Ensuite, pour la question numéro D, donc on demande de calculer l'avancement X aux différentes dates. Mais on vient de montrer à la question d'avant que l'avancement X, c'était la quantité de matière de O2, et la quantité de matière de dioxygène, on l'a déjà calculé à la question A, donc on n'a pas besoin de recalculer. Ce sera exactement les mêmes valeurs que pour la question A. Question E. On doit montrer que la concentration de H2O2 à tous les instants égale à la concentration de H2O2 à l'instant initial, moins 2x sur Vs. Alors, si on regarde la quantité de matière de H2O2, c'est, d'après le tableau d'avancement, Ni-2x à l'instant t. Et la concentration, on sait que c'est une quantité de matière sur le volume. La quantité de matière initiale, c'est la concentration initiale à l'instant t égale à 0 fois le volume. Donc si on remet tout ça dans l'équation ici, on a la concentration de H2O de l'instant t, c'est Ni-2x sur le volume. Ni, c'est la concentration initiale fois Vs, moins 2x sur Vs. On fait des maths, on sépare la fraction en deux. Les Vs se simplifient, il reste donc la concentration de H2O2 initiale, moins 2x sur Vs, c'est ce qu'on voulait montrer. Donc ensuite, on doit tracer la concentration de H2O2 en fonction du temps. Donc il va falloir que je calcule la concentration de H2O2 pour les différentes dates, d'après l'équation qu'il y a marquée à la question E. Pour ça, on doit connaître la concentration de H2O2 au temps 0, et ça, on vous le donne dans le texte, c'est 0,100 mol par litre. Ensuite, X, c'est l'avancement. On a dit à la question D que c'était la même chose qu'à la question A, avec les quantités de matière de dioxygène. Donc ça, on l'a déjà calculé à la question A. Et Vs, c'est 50 ml. 50 ml, il faudra bien sûr convertir en litres pour notre calcul. Donc, je crée une nouvelle grandeur dans Regressi. Ensuite, je dois calculer la concentration. Donc, je calcule la concentration de H2O2 au cours du temps. C'est égal à la concentration initiale, 0,100 mol par litre, moins 2 fois X. X, l'avancement de X, c'est la quantité de matière, donc 2 fois N, divisé par le volume de solution. Le volume de solution, c'était Vs, qui est égal à 50,0 millilitres. Donc, je convertis en litres, 50 fois 10 puissance moins 3. Et ça me crée une nouvelle colonne dans le tableau, la concentration. Je peux donc ensuite tracer la concentration en fonction du temps. Donc je vais mettre des choses un peu plus grosses pour que tout le monde voit bien. Voilà le graphique qu'on obtient, la concentration en fonction du temps. Je dois ensuite, à partir de ce graphique, déterminer le temps de demi-réaction. Alors, on sait que le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle la concentration de la quantité de matière du réactif limitant a été divisée par 2. Donc au début, on avait 0,1 mol par litre, donc je dois me placer à la moitié. C'est 0 sur 2, c'est-à-dire 0,05 mol par litre. Et donc je vais regarder ensuite l'abscisse qui correspond à cette ordonnée sur la courbe, ce qui me donne un temps de demi-réaction d'environ 11,2 minutes. Alors pour la question G, on doit déterminer la vitesse volumique de disparition de H2O2 aux dates t égale 0 et t égale à 10 minutes, et comparer ces deux vitesses, puis interpréter les résultats.
Donc on a vu dans le TP que pour déterminer une vitesse de disparition, il fallait prendre la tangente à la courbe en un point, et ensuite trouver le coefficient directeur et prendre l'opposé de ce coefficient directeur. Donc comme on veut la vitesse de disparition au temps égale à 0, je trace avec régressi pour aller plus vite, mais on pourrait le faire à la main si on trace le graphique comme on a fait dans le TP. Pour aller plus vite, je vais faire avec régressi, donc je trace la tangente au temps t égale à 0 et au temps t égale à 10 minutes. Ça me donne deux tangentes. Donc ensuite, régressi me donne directement les coefficients directeurs des tangentes. Ça me donne moins 5,37 fois 10 puissance moins 3, et là, moins 3,65 fois 10 puissance moins 3. Comme on doit prendre à chaque fois l'opposé, on enlève le signe moins. Donc on constate bien que la vitesse au temps t égale à 0, ça nous donne 5,37 fois 10 puissance moins 3 mol, litre moins 1, minute moins 1, est bien plus grande que la vitesse au temps t égale à 10 minutes, qui est de 3,65 fois 10 puissance moins 3, mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors comment on peut interpréter ça? Comme on a vu dans le TP7, la vitesse elle est plus grande au début que vers la fin, parce que plus on avance dans le temps, moins il y a de réactifs, parce que comme on étudie la concentration du réactif H2O2 en fonction du temps, la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Donc moins il y a de réactifs, plus la vitesse sera faible. C'est bien ce qu'on constate ici. Alors je vais vous montrer sur une calculatrice TI, 83 ici parce que c'est celle que vous avez le plus souvent. Une autre TI c'est à peu près les mêmes touches, mais ça marche aussi en faisant sur une Casio ou sur une calculatrice Numworks. Comment faire la même chose que sur Régressi. Donc pour entrer les valeurs, on va dans Stats et on va modifier. Entrée. On arrive devant un tableau qui a plusieurs listes, L1, L2, L3, L4, etc. etc. S'il y a déjà des choses écrites dans une liste qu'on veut les supprimer, on va dans le nom de la liste et on annule pour supprimer tout. C'est comme ça, quand on revient, il n'y a plus rien. Donc pour nous, L1, ça sera la première ligne tableau, le temps, et L2, ça sera le volume. Donc là, on remplit, comme il y a dans le tableau, 0, 5, 10, 15, 20 et 30. Puis on remplit le volume dans L2. Le volume dans L2, 0, 15,5, 27,3, 36,5, 44,3 et enfin 52,5. Voilà, on a le temps en L1, le volume en L2. Ensuite, dans L3, on va vouloir, pour toutes les dates, faire le même calcul. Donc, pour éviter de faire 6 fois le même calcul, on va aller directement dans le nom de L3. On va faire entrée, comme ça on va pouvoir écrire une formule ici. Donc, dans L3, on veut calculer la quantité de matière. Donc, L3, ce sera notre quantité de matière, et on sait que c'est le volume, c'est-à-dire L2, divisé par le volume molaire. Donc, on va faire L2. Pour avoir L2, c'est la touche 2 au-dessus, donc seconde 2. Comme il faut le volume en litres, on va faire fois 10 puissance moins 3. Et je divise tout ça par le volume molaire qui vaut 24. Et comme ça, quand on appuie sur Entrée, ça calcule directement pour toutes les valeurs. On a juste un calcul à faire au lieu de 6 calculs. Pour L4, on va vouloir faire la concentration. Donc L4, ce sera notre concentration. La concentration va exister. La concentration initiale, 0,100, moins 2 fois X. X, c'était notre quantité de matière. Donc pour nous, c'est L3. 2 fois L3, divisé par le volume de la solution qui était 50 ml. Donc 50 fois 10 puissance moins 3 pour mettre en litres. Entrée, et ça nous calcule toutes les concentrations pour toutes les dates. Comme ça, on a juste 2 calculs à faire au lieu de 12 calculs pour si on avait dû faire les calculs un par un. Donc là, c'est beaucoup plus rapide quand on a à faire 10 calculs dans un tableau. Donc pensez-y pour éviter de perdre trop de temps.